l'ubiquité du mouvement perpétuel. Ce soir, nous allons explorer l'une des caractéristiques les plus fondamentales et pourtant les plus souvent ignorées de notre univers. Tout tourne. Absolument tout. Votre planète effectue une rotation complète sur son axe toutes les 24 heures. La Lune tourne sur elle-même tout en orbitant autour de la Terre. La Terre tourne autour du Soleil, qui lui-même est en rotation. Le Soleil orbite autour du centre de la Voie lactée, notre galaxie, qui tourne elle aussi. Et la Voie lactée fait partie d'un groupe local de galaxies qui possèdent toutes leur propre dynamique rotative. Des plus petits astéroïdes aux amas de galaxies les plus gigantesques, la rotation est omniprésente. Mais voici ce qui va bouleverser tout ce que vous pensez comprendre. Ce phénomène n'a rien de fortuit. Il existe une raison bien précise pour laquelle chaque élément du cosmos est animé d'un mouvement de rotation. Et cette raison remonte aux origines mêmes de l'univers. D'ici la fin de notre voyage ce soir, vous comprendrez pourquoi la rotation est inscrite dans le tissu même de la réalité et pourquoi un univers statique, sans aucun pivotement, serait fondamentalement impossible. Avant de plonger au cœur de ce mystère, si vous aimez explorer les profondeurs de l'espace autant que nous, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne ou pour laisser un j'aime. C'est un geste simple, mais qui aide grandement cette chaîne à s'adresser à d'autres esprits curieux comme le vôtre. Maintenant, commençons. Imaginez que vous lanciez une balle. Lorsque vous la projetez dans les airs, elle suit une trajectoire courbe, un arc dicté par la force de votre impulsion et par la gravité terrestre qui la rappelle vers le sol. C'est de la mécanique classique, celle-là même qu'Isaac Newton a théorisée il y a plus de 3 siècles. Pourtant, un détail crucial vous a peut-être échappé. Cette balle est constamment en train de pivoter sur elle-même. Toujours. Il est physiquement impossible de lancer un objet sans lui insuffler la moindre rotation. Vos doigts ne le relâchent jamais de manière parfaitement symétrique. Les courants d'air n'exercent pas une pression rigoureusement identique sur chaque millimètre de sa surface. Dans la réalité matérielle, la symétrie parfaite n'existe pas. Il subsiste toujours d'infimes imperfections, de légères asymétries, des forces minuscules qui agissent de manière décentrée. Et dès qu'une force s'applique en dehors de l'axe central d'un objet, elle engendre inévitablement un mouvement rotatif. Ce principe élémentaire se déploie à travers tout le cosmos, mais à des échelles infiniment plus vastes et spectaculaires. Prenons l'exemple de la rotation de la Terre, car elle nous est familière et rythme notre quotidien. La Terre tourne sur son axe en 23 heures et 56 minutes environ. Pas exactement 24 heures, mais une approximation suffisante pour notre calendrier. Ce mouvement engendre l'alternance des jours et des nuits au fur et à mesure que les différentes régions du globe font face au Soleil ou s'en détournent. Au niveau de l'équateur, cette vitesse de rotation vous entraîne à environ 1670 km par heure. C'est une vitesse supérieure à celle du son. Si vous ne ressentez absolument pas ce déplacement frénétique, c'est parce que tout ce qui vous entoure, l'atmosphère, le sol ferme, les infrastructures, se déplace exactement à la même vitesse que vous. Pourtant, les manifestations physiques de cette rotation sont bien visibles. La force de Coriolis fait tourbillonner les ouragans, courbe la trajectoire des vents planétaires et ferait dévier vers l'est une bille lâchée du sommet d'une très haute tour par rapport à sa trajectoire théorique verticale. Mais alors, d'où vient cette impulsion initiale? Pourquoi la Terre tourne-t-elle? Pour le comprendre, il nous faut remonter 4,5 milliards d'années en arrière, à l'époque de la genèse de notre système solaire, le legs de la nébuleuse primitive. Le système solaire a vu le jour au sein d'un immense nuage de gaz et de poussière cosmique appelé la nébuleuse solaire. Ce nuage était colossal, s'étendant sur plusieurs années-lumière de distance.
Il était principalement constitué d'hydrogène et d'hélium, issus du Big Bang, mêlés à des éléments plus lourds forgés au cœur d'anciennes générations d'étoiles qui avaient explosé, dispersant leurs débris dans le vide interstellaire. Cette nébuleuse n'était pas un environnement statique ou paisible. Elle était animée de mouvements complexes. Diverses portions de ce nuage se déplaçaient à des vitesses distinctes. Certaines zones progressaient plus rapidement, d'autres plus lentement. Certaines dérivaient dans une direction, d'autres prenaient un chemin opposé. C'est un point absolument crucial. Dans l'immensité de l'espace interstellaire, vous ne trouverez jamais un nuage de gaz parfaitement immobile, dont toutes les particules voyageraient dans la même direction et à la même vitesse. Cela n'existe pas. Les turbulences générées par les étoiles environnantes, les ondes de choc provoquées par des supernovas lointaines, les interactions gravitationnelles de nuages moléculaires de passage. Tous ces facteurs perturbateurs introduisent du mouvement et surtout des écarts de trajectoire. Or, dès qu'il existe des disparités de mouvement au sein d'un fluide cosmique, une grandeur physique incontournable apparaît, le moment cinétique. Le moment cinétique est l'un des concepts les plus fondamentaux de la physique moderne. C'est le pendant rotatif de la quantité de mouvement classique. Si un objet se déplaçant en ligne droite possède une quantité de mouvement définie par le produit de sa masse et de sa vitesse, un objet en rotation possède un moment cinétique lié à sa vitesse angulaire et à la manière dont sa masse est répartie autour de son axe. La propriété maîtresse de ce moment cinétique réside dans sa conservation absolue. Au sein d'un système fermé, exempt de toute force de torsion externe, le moment cinétique total reste rigoureusement constant. C'est une loi de conservation aussi intangible que celle de l'énergie. Elle découle directement de la symétrie des lois de la nature par rapport aux rotations spatiales. Lorsque la nébuleuse solaire a commencé à s'effondrer sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité, un effondrement sans doute déclenché par l'onde de choc d'une supernova voisine, la matière s'est rassemblée vers le centre, là où la force gravitationnelle était la plus intense. Au cours de cette contraction, un phénomène à la fois intuitif et spectaculaire s'est produit. Le nuage s'est mis à tourner de plus en plus vite. Vous avez sans doute déjà observé ce phénomène en regardant un patineur artistique, lorsqu'il entame une pirouette les bras grands ouverts, puis qu'il les ramène soudainement le long de son corps. Sa vitesse de rotation s'accélère instantanément de façon prodigieuse. Ce n'est pas parce qu'il exerce une nouvelle poussée avec ses patins ou qu'il génère une énergie supplémentaire. C'est la stricte application de la conservation du moment cinétique. Comme la masse du patineur se rapproche de son axe de rotation, la vitesse angulaire doit nécessairement augmenter pour que la valeur totale du moment cinétique demeure inchangée. Le même scénario s'est joué pour la nébuleuse solaire. En passant d'un nuage diffus de plusieurs années-lumière d'envergure à une structure dense de seulement quelques milliards de kilomètres de diamètre, toute la rotation initiale s'est concentrée. La nébuleuse s'est mise à tourbillonner à un rythme effréné. Toutefois, un autre changement structurel s'est produit simultanément. La nébuleuse ne s'est pas condensée sous la forme d'une sphère parfaite. Elle s'est aplatie pour former un disque. Ce point capital explique la configuration actuelle de notre système solaire et celle des systèmes exoplanétaires qui orbitent autour d'autres étoiles. Pourquoi un disque ? C'est le résultat d'un arbitrage subtil entre la force de gravité, la rotation et les collisions internes. La gravité attire la matière de manière égale dans toutes les directions vers le centre de gravité. En revanche, la rotation génère des effets centrifuges qui s'opposent à l'effondrement uniquement dans la direction perpendiculaire à l'axe de rotation. Imaginez la nébuleuse comme une roue en plein mouvement. La matière qui tente de tomber vers le centre en suivant l'axe de rotation, en passant par les pôles, ne rencontre aucune résistance liée à la rotation. Elle chute donc en ligne droite.
À l'inverse, la matière qui tente de converger vers le centre de manière perpendiculaire à cet axe, au niveau du plan équatorial, subit une vitesse orbitale qui l'empêche de s'effondrer directement. Elle s'établit alors sur des orbites stables autour du centre de masse. Parallèlement, les innombrables particules qui composent la nébuleuse entrent constamment en collision. Les molécules de gaz rebondissent les unes sur les autres. Les grains de poussière s'entrechoquent. Ces collisions répétées finissent par annuler les mouvements désordonnés. Une particule animée d'une trajectoire verticale ascendante en dehors du plan médian va heurter d'autres fragments et se voir renvoyée vers le bas. Une autre particule, voyageant vers le bas, subira le sort inverse. Au terme de millions d'impacts, les mouvements verticaux chaotiques se neutralisent mutuellement. Le seul mouvement capable de subsister est le mouvement circulaire organisé autour du centre. C'est ainsi que naît un disque plat de matière, tournant de concert dans une direction commune, autour d'une concentration centrale, extrêmement dense, la genèse des mondes et le chaos des origines. Ce disque de matière est ce que les astronomes appellent un disque protoplanétaire. C'est le véritable berceau des planètes. En son centre, là où la densité et la température atteignent des sommets vertigineux, les réactions de fusion nucléaire de l'hydrogène finissent par s'amorcer, donnant naissance à une étoile, notre Soleil. Tout autour, dans l'épaisseur du disque, les grains de poussière s'agglutinent sous l'effet des forces électrostatiques pour former des amas de plus en plus volumineux. Ces amas, devenus plus massifs, commencent à exercer leur propre attraction gravitationnelle, capturant la matière environnante pour devenir des planétésimaux, puis des protoplanètes, et enfin des planètes à part entière. La Terre s'est construite au travers de collisions successives entre ces corps rocheux primitifs. Et chaque impact survenu durant cette époque chaotique a transféré du moment cinétique à notre jeune planète. Imaginez deux planétésimaux de quelques centaines de kilomètres de diamètre, évoluant sur des trajectoires légèrement décalées. Lorsqu'ils entrent en collision, l'impact n'est presque jamais frontal. L'espace est tridimensionnel, les orbites sont complexes et sinueuses. Le choc se produit la plupart du temps de biais, de manière excentrée. Lorsqu'un corps céleste en percute un autre de façon asymétrique, il induit immédiatement un mouvement de rotation sur le corps résultant. C'est exactement ce qui se passe sur un billard, lorsqu'une bille en frappe une autre sur le côté. La bille cible ne se contente pas de glisser en ligne droite, elle se met à tourner sur elle-même. Pendant des dizaines de millions d'années, au fil de la croissance de la Terre par accrétion, toutes ces contributions de moments cinétiques se sont cumulées, s'additionnant ou se soustrayant selon l'angle des impacts. Le résultat final de cette loterie cosmique est une planète pivotant sur son axe. L'orientation de cette rotation, l'inclinaison de l'axe planétaire, et même la durée exacte de nos journées ont été dictées par la somme de ces collisions chaotiques. L'axe de rotation de la Terre présente aujourd'hui une inclinaison d'environ 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil, l'écliptique. C'est précisément cette inclinaison qui engendre le cycle des saisons. Lorsque l'hémisphère nord penche vers le Soleil, il reçoit davantage de rayonnement. C'est l'été boréal, tandis que l'hémisphère sud traverse l'hiver. 6 mois plus tard, la configuration géométrique s'inverse. Mais pourquoi cette inclinaison est-elle de 23,5 degrés et non de 0 degré ou de 45 degrés? Tout simplement parce que c'est le bilan exact des derniers impacts majeurs subis par la Terre. Une autre séquence de collisions aurait abouti à une configuration totalement différente. Les astrophysiciens disposent d'ailleurs de preuves solides indiquant que très tôt dans son histoire, la Terre a été percutée par un astre de la taille de la planète Mars, baptisé Theia. Cet impact cataclysmique fut d'une violence inouïe. Il a pulvérisé une quantité phénoménale de matière rocheuse,
projetant d'immenses panaches de débris en orbite autour de la Terre. Ces résidus se sont progressivement rassemblés pour donner naissance à la Lune. Un tel choc a profondément altéré la dynamique de rotation de la Terre, fixant ou modifiant drastiquement son inclinaison axiale. La Terre tourne donc sur elle-même en vertu de cet héritage dynamique de la nébuleuse solaire, façonné par les collisions de la tendre enfance du système planétaire. Cependant, cette rotation n'est pas immuable. Elle ralentit de façon infime, mais mesurable. La durée d'une journée terrestre s'allonge d'environ 1,7 millisecondes par siècle. À l'échelle d'une vie humaine, ce changement est imperceptible. Mais à l'échelle des temps géologiques, l'effet est colossal. Il y a 400 millions d'années, pendant la période géologique du Dévonien, à l'époque où les premiers vertébrés commençaient à s'aventurer hors des océans pour coloniser la terre ferme, une journée ne durait que 21,5 heures. Une année complète ne comptait pas 365 jours, mais environ 410 jours, car la Terre pivotait plus rapidement sur elle-même. Le responsable de ce freinage continuel n'est autre que la Lune, par l'intermédiaire des forces de friction des marées. L'attraction gravitationnelle de la Lune s'exerce sur la Terre, mais elle n'est pas uniforme. Le côté de notre planète qui fait face à la Lune subit une force d'attraction plus intense que le centre de la Terre, qui subit elle-même une attraction plus forte que la face opposée. Cette disparité étire légèrement la Terre, créant des bourrelets de marée, particulièrement visibles dans la déformation des masses océaniques. Du fait de la rotation rapide de la Terre sur son axe, ces bourrelets d'eau ne restent pas parfaitement alignés avec la position de la Lune dans le ciel. La Terre entraîne mécaniquement le bourrelet océanique légèrement en avant de l'axe Terre-Lune. En retour, la gravité lunaire exerce une force d'attraction sur ce bourrelet décalé, agissant comme un frein à contre-courant. Ce mécanisme engendre un couple de forces qui ralentit patiemment la rotation terrestre, le verrouillage gravitationnel et les dynamiques stellaires. En vertu de la troisième loi de Newton, l'action entraînant une réaction égale et opposée, le bourrelet océanique terrestre exerce à son tour une force d'attraction sur la Lune. Puisque ce bourrelet se situe légèrement en avant de la position de la Lune, il lui communique une accélération gravitationnelle le long de sa trajectoire orbitale. En recevant cette énergie supplémentaire, la Lune s'élève sur une orbite plus vaste, s'éloignant de la Terre à un rythme d'environ 3,8 cm par an. Nous sommes ici face à une nouvelle démonstration de la conservation du moment cinétique. Le moment cinétique perdu par la rotation de la Terre est intégralement transféré à l'orbite de la Lune. Le système Terre-Lune conserve son moment cinétique total, mais procède à sa redistribution. Dans plusieurs dizaines de milliards d'années, si le système survit aux soubresauts futurs du Soleil, la Terre atteindra un état d'équilibre parfait appelé le verrouillage gravitationnel ou rotation synchrone. À ce moment-là, la Terre tournera sur elle-même, exactement au même rythme que la Lune gravitera autour d'elle. La Terre présentera alors toujours la même face à la Lune, tout comme la Lune nous présente aujourd'hui toujours la même face. La Lune a déjà franchi cette étape depuis bien longtemps. Elle effectue une rotation sur son axe en un temps rigoureusement identique à celui qu'elle met pour boucler son orbite autour de la Terre. Cet état découle des forces de marée que la puissante gravité terrestre a exercées dans la roche même de la Lune. Bien que la Lune soit un corps solide, la roche peut se déformer et s'écouler de manière extrêmement subtile sur des millions d'années lorsqu'elle est soumise à des contraintes gravitationnelles intenses. Ces marées terrestres au sein de la croûte lunaire ont généré des frictions internes qui ont freiné la rotation de notre satellite jusqu'à ce qu'elle se synchronise parfaitement avec sa trajectoire orbitale. Ce phénomène de verrouillage par effet de marée est une norme dans l'univers. La quasi-totalité des lunes d'envergure de Jupiter et de Saturne se trouve dans cette situation
par rapport à leurs planètes géantes. Pluton et sa lune principale, Charon, poussent le concept encore plus loin. Elles sont mutuellement verrouillées, se faisant face éternellement comme deux danseurs liés par les bras. Plus près de nous, la planète Mercure n'est pas totalement verrouillée, mais elle s'est calée sur une résonance spin-orbite de 3 à 2 avec le Soleil. Elle accomplit exactement 3 rotations sur son axe, pendant qu'elle effectue 2 révolutions autour de notre étoile. C'est une configuration d'équilibre dynamique, façonnée par l'intensité des forces de marée solaire et par la trajectoire fortement elliptique de la planète. Élargissons notre perspective pour nous intéresser au Soleil. Notre étoile n'échappe pas à la règle. Elle tourne également sur son axe, effectuant une rotation complète en 25 jours environ au niveau de son équateur. Mais le Soleil nous réserve une surprise de taille. Il ne tourne pas d'un seul bloc comme un objet solide. C'est une immense sphère de plasma, un gaz hautement ionisé et brûlant, au sein de laquelle les différentes latitudes se déplacent à des rythmes distincts. Si la rotation est de 25 jours à l'équateur, elle passe à environ 27 jours aux latitudes moyennes et dépasse les 30 jours à proximité des pôles. Cette rotation différentielle est propre aux fluides cosmiques. En l'absence de surface rigide pour contraindre l'ensemble, le plasma s'écoule de manière indépendante, guidé par les lois de la thermodynamique et par les forces magnétiques sous-jacentes. C'est d'ailleurs cette rotation différentielle, couplée au mouvement de convection interne, qui engendre le puissant champ magnétique de notre étoile via un mécanisme appelé la dynamo solaire. Les flux de plasma en mouvement génèrent des courants électriques qui, à leur tour, donnent naissance à des champs magnétiques. La rotation inégale tord et entremêle ces lignes de champ dans les profondeurs de l'étoile, accumulant une énergie phénoménale qui se libère à la surface sous la forme de taches solaires, d'éruptions majeures et d'éjections de masse coronale, dictant le célèbre cycle solaire de 11 ans. Mais pourquoi le Soleil tourne-t-il? La raison est identique à celle de la Terre. Il est le descendant direct de la nébuleuse solaire en rotation. En s'effondrant pour former le cœur de l'étoile, la matière a emporté le moment cinétique d'origine. À vrai dire, si l'on s'en tient aux calculs théoriques, le Soleil devrait tourner bien plus vite qu'actuellement. En concentrant la majeure partie du moment cinétique de la nébuleuse initiale dans un volume de la taille du Soleil, ce dernier devrait accomplir une rotation en seulement quelques heures. Où est donc passée cette vitesse angulaire manquante? Elle a été transférée aux planètes et emportée par les vents stellaires. Lors de la structuration de notre système, la quasi-totalité de la masse s'est concentrée au centre, le Soleil accaparant 99,86% de la matière totale. En revanche, le moment cinétique a pris le chemin inverse. Il réside aujourd'hui majoritairement dans les planètes, et tout particulièrement au sein de Jupiter. À elle seule, la planète géante gazeuse détient environ 60% du moment cinétique total du système solaire, alors qu'elle ne représente même pas 1/1000 de la masse du Soleil. Cette répartition s'explique par le fait que le moment cinétique dépend de la vitesse de rotation, mais aussi de l'éloignement de la masse par rapport au pivot central. Un corps massif situé à grande distance de l'axe possède un moment cinétique considérable, même avec une vitesse orbitale modérée. Situé sur une orbite lointaine, Jupiter fait office de immense réservoir de rotation pour notre système. De surcroît, le jeune Soleil s'est délesté d'une grande quantité de rotation par le biais du vent solaire. Ce flux continu de particules chargées, principalement des protons et des électrons, est expulsé en permanence par la couronne solaire. Le champ magnétique de l'étoile s'étend loin dans l'espace interplanétaire, forçant ces particules à suivre ces lignes de force comme si elles étaient solidaires de la rotation de l'étoile, et ce, jusqu'à des distances importantes.
en s'échappant ainsi tout en étant maintenues à bout de bras par le magnétisme solaire. Ces particules agissent comme un levier qui ralentit la rotation de l'astre. Ce phénomène de freinage magnétique a considérablement tari la fougue rotative du Soleil depuis sa naissance. Les étoiles d'un jeune âge affichent des vitesses de rotation bien plus élevées, bouclant parfois un tour sur elles-mêmes en quelques heures à peine, avant que le temps et les vents stellaires ne calment leur course. Les spirales galactiques et l'énigme de la matière noire. Prenons à présent encore plus de recul. Le Soleil n'est pas ancré de manière fixe dans le vide spatial. Il file à vive allure, décrivant une immense orbite autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Notre système se situe à environ 26 000 années-lumière du noyau galactique et met près de 225 millions d'années pour accomplir une révolution complète. Cette durée constitue une année galactique ou année cosmique. Depuis son embrasement initial, il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil a ainsi bouclé une vingtaine de révolutions autour de la galaxie. Lorsque les grands dinosaures régnaient sur Terre, le Soleil se trouvait de l'autre côté du paysage galactique. Et lorsque les premières formes de vie multicellulaires ont émergé dans les océans terrestres, il y a environ 600 millions d'années. Le Soleil était plus jeune, de près de 3 années galactiques. Notre étoile effectue ce voyage en compagnie de centaines de milliards d'autres soleils qui composent le voisinage galactique. Nous sommes tous embarqués au sein du grand carrousel de la Voie lactée. La Voie lactée est une galaxie spirale, et cette physionomie en hélice est intimement liée à sa rotation d'ensemble. Le disque galactique tourne autour du bulbe central, mais là encore, pas à la manière d'un disque de vinyle rigide. La vitesse des étoiles varie selon leur distance au centre, suivant une courbe de rotation qui a longtemps laissé les astronomes perplexes et qui constitue l'une des preuves majeures de l'existence de la matière noire. Si l'on se base uniquement sur la matière visible, les étoiles, le gaz et les nuages de poussière, la vitesse des étoiles devrait chuter de façon drastique à mesure que l'on s'éloigne du centre dense de la galaxie, selon les mêmes lois de Kepler qui régissent notre système solaire. Or, les observations démontrent le contraire. La vitesse orbitale des étoiles reste étonnamment constante, même dans les régions les plus excentrées du disque. Pour expliquer cette anomalie, il faut admettre la présence d'une composante de masse invisible, un immense halo de matière noire qui enveloppe la galaxie et fournit le surcroît de gravité nécessaire pour retenir ces étoiles, filant à des vitesses théoriquement excessives. Cette matière mystérieuse représenterait environ 85% de la masse totale de la matière de l'univers. Les bras spiraux qui dessinent la silhouette de la Voie lactée ne sont pas des structures matérielles fixes, composées des mêmes étoiles de bout en bout. Ce sont des ondes de densité, des zones de compression temporaire où les étoiles et le gaz se retrouvent momentanément plus proches les uns des autres. Pensez à un ralentissement sur une autoroute. Les voitures entrent dans la zone encombrée, réduisent leur vitesse, puis s'en extirpent pour reprendre leur route. L'embouteillage en lui-même reste localisé au même endroit, bien que les véhicules qui le composent changent à chaque instant. Les bras spiraux fonctionnent sur ce modèle. Ce sont des vagues gravitationnelles, nées des interactions complexes et de la rotation globale de la galaxie. Les étoiles pénètrent dans un bras spiral, y séjournent un certain temps, puis en ressortent. Mais la structure de l'onde persiste, pivotant majestueusement autour du cœur galactique. D'où vient cette rotation galactique ? La réponse réside toujours dans le moment cinétique originel des immenses nuages de gaz de l'univers primitif. Les galaxies se sont formées à partir de fluctuations de densité dans le sillage du Big Bang. Les zones légèrement plus denses ont attiré la matière environnante par gravité. En s'effondrant, ces proto-galaxies ont concentré leur moment cinétique, accélérant leur rotation au fil de leur contraction. Les collisions entre nuages de gaz ont par la suite éliminé les mouvements désordonnés,
forçant la matière à s'organiser au sein d'un disque perpendiculaire à l'axe de rotation. Toutes les galaxies ne sont cependant pas des spirales ordonnées. L'univers héberge une grande quantité de galaxies elliptiques. Ces dernières se présentent sous la forme de vastes sphères ou de ballons de rugby, dépourvus de disques et de bras spiraux. Leurs étoiles décrivent des trajectoires chaotiques dans toutes les directions, sans direction privilégiée. Comment expliquer cette absence de rotation d'ensemble? C'est le résultat de fusions galactiques. Lorsque deux galaxies spirales entrent en collision et fusionnent, la violence des interactions gravitationnelles détruit l'organisation des disques d'origine. Les étoiles sont projetées sur des orbites aléatoires. Bien que le moment cinétique total soit scrupuleusement conservé à l'échelle du système, il se retrouve morcelé et dispersé dans une multitude de directions indépendantes. La rotation nette de la structure finale devient alors proche de zéro. La rotation globale exige de l'organisation. Si cette harmonie est rompue par un événement cataclysmique, le mouvement d'ensemble s'éteint au profit d'un chaos dynamique. Si l'on repousse encore les frontières de notre observation pour contempler les amas de galaxies, les plus grandes structures de l'univers liées par la gravité, on constate que la rotation persiste même à ces échelles vertigineuses. Ces regroupements de centaines ou de milliers de galaxies affichent des mouvements de rotation globaux autour de leur centre de masse commun. Ces cycles s'étendent sur des milliards d'années, mais ils attestent de la conservation du moment cinétique sur des distances de dizaines de millions d'années-lumière. Certaines études récentes suggèrent même que les filaments de la toile cosmique, ces autoroutes de matière qui relient les amas à travers le vide de l'univers, pourraient être animés d'un mouvement de rotation sur leur axe. Si ces observations se confirment, nous serions face à des mouvements rotatifs se déployant sur des centaines de millions d'années-lumière, les plus vastes jamais mis en évidence dans le cosmos. Les extrêmes de la rotation, des trous noirs au monde quantique. Revenons à des échelles plus condensées pour aborder les objets les plus extrêmes de l'univers, les trous noirs. Les trous noirs tournent sur eux-mêmes. En réalité, presque tous les trous noirs de l'univers possèdent une rotation, car ils naissent de l'effondrement d'objets massifs, eux-mêmes en rotation. Lorsqu'une étoile massive meurt, son cœur s'effondre sous l'action de sa propre gravité, pendant que ses couches externes sont soufflées en une explosion de supernova. Si la masse de ce cœur dépasse environ 3 fois celle du Soleil, rien ne peut stopper sa chute, et il donne naissance à un trou noir. Comme l'étoile génitrice tournait sur elle-même, la conservation du moment cinétique impose une accélération phénoménale lors de l'effondrement. À la manière de notre patineur, le cœur de l'étoile passe d'un diamètre de plusieurs milliers de kilomètres à une singularité, propulsant la vitesse de rotation du trou noir à des valeurs proches de la limite théorique autorisée par la physique. La rotation d'un trou noir modifie profondément l'espace-temps environnant à travers un phénomène appelé l'effet lens steering, ou entraînement de l'espace-temps. Un trou noir en rotation entraîne littéralement le tissu de l'espace-temps dans sa course, comme une cuillère qui fait tourner du sirop dans un verre. À proximité immédiate de l'horizon des événements se trouve une région en forme de ellipsoïde appelée l'ergosphère. Dans cette zone, l'entraînement de l'espace-temps est si puissant qu'il est physiquement impossible de rester immobile, quelle que soit la puissance de votre système de propulsion. Tout objet, et même la lumière, se voit contraint de tourner dans le sens de rotation du trou noir. Ce n'est pas une force magnétique ou une aspiration classique qui dicte ce mouvement. C'est la géométrie même de l'espace-temps qui est en mouvement. Ces monstres en rotation sont décrits mathématiquement par la métrique de Kerr, une solution aux équations d'Einstein découverte par le mathématicien Roy Kerr en 1963. Contrairement au trou noir statique, un trou noir de Kerr possède une structure interne plus subtile, 2 horizons des événements, un interne et un externe, et une singularité qui n'est pas un point sans dimension,
un anneau de dimension nulle. Cette dynamique de rotation ouvre également la voie théorique à l'extraction d'énergie du trou noir via le processus de Penrose. En projetant un objet au sein de l'ergosphère et en le scindant en deux fragments de manière appropriée, on peut faire en sorte qu'un morceau plonge au-delà de l'horizon, tandis que l'autre s'échappe de la zone avec une énergie supérieure à l'objet initial. Ce gain d'énergie est directement prélevé sur l'énergie de rotation du trou noir, qui ralentit d'autant sa course. Les trous noirs supermassifs nichés au cœur des galaxies n'échappent pas à cette règle. Celui qui occupe le centre de notre voie lactée, Sagittarius A étoile, possède sa propre rotation, déduite de la trajectoire du gaz et des étoiles qui frôlent son horizon. Ces colosses sont la plupart du temps ceints d'un disque d'accrétion, un anneau de gaz surchauffé, tourbillonnant à des vitesses proches de celles de la lumière avant d'être englouti. Ce disque alimente en continu le trou noir en moments cinétiques. La vitesse de rotation du trou noir dicte d'ailleurs la position de la limite interne du disque d'accrétion. Plus le trou noir tourne vite, plus le disque peut s'approcher de l'horizon sans perdre sa stabilité, ce qui en augmente considérablement la température et modifie le rayonnement X que nous pouvons intercepter avec nos télescopes. C'est également cette énergie rotative, couplée à des champs magnétiques intenses, qui propulse les jets de matière et de rayonnement s'échappant des pôles de certaines galaxies actives sur des millions d'années-lumière de distance. Quittons le domaine du gigantisme pour plonger dans l'infiniment petit. Au cœur des atomes, les particules élémentaires possèdent une propriété fondamentale appelée le spin. Malgré ce que ce terme suggère, il ne s'agit pas d'une rotation au sens classique du terme. Un électron n'est pas une petite bille solide qui tourne sur un axe. Les théories actuelles le décrivent comme une particule ponctuelle, sans volume physique. Il n'y a donc rien de matériel qui puisse pivoter. Pour autant, l'électron possède un moment cinétique intrinsèque, et ce moment est quantifié. Il ne peut prendre que des valeurs bien précises. Le spin des particules joue un rôle déterminant dans l'organisation de la matière. Le principe d'exclusion de Pauli stipule que deux fermions, des particules de spin demi-entiers comme les électrons, ne peuvent occuper simultanément le même état quantique au sein d'un système. C'est précisément cette loi quantique qui contraint les électrons à s'organiser en couches distinctes autour du noyau atomique, plutôt que de s'effondrer tous sur le niveau d'énergie le plus bas. Sans le span et ce principe d'exclusion, la chimie n'existerait pas. Les liaisons moléculaires seraient impossibles, et la matière stable, telle que nous la connaissons, ne pourrait pas voir le jour. Même les photons, les grains de lumière, possèdent un spin. Ce spin correspond à la polarisation de l'onde lumineuse, qui peut adopter un mouvement hélicoïdal lors de sa progression dans l'espace. Qu'il s'agisse des confins du cosmos ou du cœur des structures atomiques, le concept de rotation est profondément gravé dans les lois de la nature, la symétrie et les limites de l'espace-temps. Pour quelle raison la rotation est-elle si universelle? Pourquoi le repos absolu semble-t-il banni du cosmos? La réponse réside dans les liens intimes qui unissent les lois de conservation et les cimètres de notre univers. En physique théorique, chaque loi de conservation découle d'une symétrie fondamentale de l'espace-temps. C'est le théorème de Noether. La conservation de l'énergie découle de la symétrie par translation dans le temps. Le fait que les lois de la physique restent identiques d'un instant à l'autre. La conservation de la quantité de mouvement classique découle de la symétrie par translation spatiale. Les lois physiques ne varient pas selon l'endroit où l'on se trouve. Et la conservation du moment cinétique découle de la symétrie de rotation. Les lois de l'univers sont indifférentes à la direction vers laquelle vous vous orientez. Puisque notre univers possède cette symétrie de rotation, le moment cinétique est une grandeur qui se conserve.
Une fois qu'un mouvement de rotation est initié au sein d'un système, il ne peut pas s'évanouir de lui-même. Il peut être transféré, partagé ou redistribué entre plusieurs objets par le biais de forces de friction ou de collision. Mais sa valeur globale reste inaltérée. L'univers primitif était parsemé d'infimes fluctuations quantiques qui ont servi de graines pour la formation des structures actuelles. Ces irrégularités initiales impliquaient des variations de vitesse entre les différentes régions de l'espace naissant. Ces écarts cinétiques contenaient du moment cinétique. Lors de l'effondrement gravitationnel de ces régions pour former les premières étoiles et galaxies, ce mouvement s'est concentré et amplifié. Les rotations qui animent aujourd'hui les planètes, les étoiles et les trous noirs ne sont rien d'autre que les échos lointains et magnifiés de ces infimes acimètres des origines. Une question vertigineuse surgit alors. Si tout ce que contient l'univers est en rotation, l'univers lui-même pourrait-il être en train de tourner sur son axe? C'est une hypothèse fascinante qui a fait l'objet de travaux de premier plan. Les équations de la relativité générale d'Albert Einstein autorisent tout à fait l'existence d'un univers en rotation. Le modèle le plus célèbre a été développé par le logicien et mathématicien Kurt Gödel en 1949. Dans l'univers de Gödel, l'espace-temps global est animé d'un mouvement de rotation. Un tel modèle mathématique engendre des conséquences stupéfiantes, notamment l'apparition de courbes de genre temps fermé. Ces trajectoires spéciales permettraient à un voyageur spatial de remonter son propre passé, ouvrant la porte à d'inextricables paradoxes temporels. Les données cosmologiques contemporaines indiquent cependant que notre univers ne correspond pas au modèle de Gödel. Si l'univers global possédait une rotation significative, il existerait un axe de rotation privilégié dans le ciel, et le cosmos ne présenterait pas les mêmes caractéristiques dans toutes les directions. Le taux d'expansion ou la température du fond diffus cosmologique, l'écho lumineux du Big Bang, afficherait des variations systématiques selon l'angle d'observation. Or, les cartographies de haute précision de ce rayonnement fossile révèlent une homogénéité extraordinaire, à 1/1000 de degré près. Les infimes fluctuations observées sont de nature purement aléatoire et correspondent à des fluctuations quantiques primordiales, excluant l'existence d'une rotation globale à grande échelle. Nous ne pouvons toutefois sonder que la partie de l'univers située à l'intérieur de notre horizon cosmologique, une sphère d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. L'univers global pourrait être infiniment plus vaste que cette bulle observable. Mais à l'intérieur des frontières de notre réalité accessible, la rotation s'affirme non pas comme un attribut de l'univers dans sa totalité, mais comme la règle absolue pour tout ce qu'il abrite. C'est le grand moteur de la diversité cosmique, la force invisible qui façonne les disques des systèmes solaires, sculpte la silhouette des galaxies et insuffle la vie au mouvement des mondes. Un univers sans rotation serait un univers figé, stérile, incapable de donner naissance à la ronde des planètes et à la course des étoiles. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, rappelez-vous que vous contemplez un immense ballet cosmique où chaque acteur, du plus humble grain de poussière au trou noir le plus redoutable, exécute la même danse éternelle dictée depuis l'aube des temps.